J'aimerais, avant de terminer mon propos, insister qu'on doit revenir sur la question de la sécurité qui fait l'objet de la clameur publique. Une coïncidence nationale poursuit son chemin pour qu'il ait toujours, on utilise des personnes de certaines ethnies qui envahissent sans l'avis de ces populations les ethnies. Pour qu'on parle chaque fois des Banyamulènes. Les Banyamulènes n'ont fait quoi? Si ce sont les individus, des politiques de quelques personnes, vous vous embrouillez pour qu'on parle des Banyamulènes. Qui vous ont fait quoi ici? Essayez d'épargner les gens par rapport à vos préoccupations et ambitions politiques de recherche et de postes. Épargnez nos communautés, s'il vous plaît. Les communautés peuvent vivre après en dépit de vos soucis d'avoir des fonctions dans des ministères à tout moment. Évitez-nous de nous amener à tout moment nos ethnies et de dire non, les barons. Les barons, c'est nous qui sommes il a été est-ce que moi je dis non possible? Donc, laissez chacun assumer ses responsabilités et occupez-vous à partir de cet incident, nous appelons cela la coïncidence, occupez-vous à partir de cet incident de ce que la communauté, que tout le monde est dit que vous participez au montage sur le musée. Il est la leçon de ce que vous allez apprendre pour que vous puissiez vous distancer de ce qui est dit de nous-mêmes, qui fait mal à toute la République, partout, c'est comme. Et c'est par coïncidence tout cela. Nous aimerions justement, nous sommes sur la question du territoire de Minembwe. S'il vous plaît, je rentre dans le sujet. Alors, l'honorable Nzangi a posé une question précise sur l'installation du bourgmestre dans le territoire de Minembwe. Si vous voulez faire le procès de rébellion, nous allons faire le procès de toutes les rébellions. Ça va? Merci beaucoup, nous savons. Merci beaucoup, honorable président. J'aimerais rassurer les collègues. Parlant de Minembwe, pourquoi se vertit-on de faire cette apologie alors que nous savons qu'il y a eu aussi des communes rurales créées à l'ex-Équateur, à Yakoma? Pourquoi simplement, dites pas, monsieur le ministre d'État a dit qu'il y a longtemps que cette commune rurale avait été créée. Le même ministre d'État dit que non, il se retrouvé par coïncidence dans cette mission associé par les ministres de la Défense. Pourquoi ne pouvons-nous pas commencer par d'autres communes? C'est moi par cela. Nous, à ce qui nous concerne, nous estimons, et il y a Gérard Defilet qui disait toujours, quand sécurité, comme en politique, le mot coïncidence doit toujours être proscrit. La création de la commune de Minembwe, encore que nous ne pouvons pas comprendre au moment où les études internationales des experts sur la démographie disent que la croissance démographique moyenne est de 3,4 à la limite. Qu'à Minembwe, on puisse assister à une croissance de plus de 300%. Utilise-t-on de les dire là-bas ou qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière cette croissance exponentielle de la population? Qu'est-ce qui se cache derrière la création de cette commune rurale? Je vous remercie. Merci, honorable président. Après l'honorable Pouena, nous allons demander à l'honorable Nelly d'intervenir. Elle sera suivie par l'honorable Juvenal pendant que l'honorable Mousseigne, c'est ça, bonne année, se prépare. Bonne année.
Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour la parole. C'est ma tête qui m'effraie. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour la parole. Madame la Présidente, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, je crois que nous devons tous sentimentaliser la question de Minembwe. Nous devons tous dépassionner notre débat sur Minembwe. Pourquoi? Je donne des raisons. Ici, il ne s'agit pas de l'appartenance de Congolais ou de Congolaises, de la population qui se trouve à Minembwe, puisque c'est une question qui a été déjà réglée dans la Constitution. Deuxièmement, le ministre nous a bien dit qu'il y a des délimitations par rapport à Minembwe et qu'il y a même un document. Je demande au ministre s'il peut mettre à la disposition de l'Assemblée provinciale ces documents de délimitation. Parce que c'est là que se situe le problème. La seule et grande question que nous nous posons aujourd'hui, c'est de savoir où commence, bien que les documents sont là, mais est-ce qu'il y a eu d'abord des études avant d'installer la commune de Minembwe? C'est-à-dire les délimitations, savoir, ça prend à gauche, ça commence, où ça termine, où c'est combien de kilomètres, etc. Si monsieur le ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle peut nous dire ici, après l'installation du bourgmestre de Minembwe, il a vu les réactions qui se sont faites, a-t-il cherché à savoir le pourquoi de ces réactions et comment il a apporté des solutions? Ont provoqué une clameur et qui a poussé les interpellateurs à poser la question pour nous tous et pour toute la population congolaise. La clameur publique est plutôt basée sur la question de sécurité. On n'a pas pitié de vous, on ne pas une participation sur vous, mais les ethnies ne la touchez pas, je vais vous remercier. L'action à la cohésion nationale au refus du tribalisme, l'honorable Jules Dénal a été bien suivi par l'honorable Lucas et l'honorable Boyo. Que nous avons fait, parce que je suis parmi les députés qui étaient à Minembwe ce jour-là, et c'était dans le cadre de la caravane de la paix. La caravane de la paix qui avait des objectifs bien définis. L'autorisation de sortie, nous l'avons eu signée par l'honorable présidente de l'Assemblée nationale. Nous avons fait des mises au point, mais comme la question elle est dans la passion, ça valait la peine quand même que je prenne la parole. Il y a quelqu'un, un étudiant déjà, qui m'a dit à quand commence le procès de la balkanisation au palais du peuple? Parce que justement, il y a des gens qui sont convaincus que le pays a été balkanisé à partir de cette cérémonie de Minembwe. Nous y avons été, nous avons rencontré effectivement au cours de la mission du ministre d'État Robert Roy. Sa présence n'a pas gêné nos objectifs, parce que nos objectifs c'était de discuter avec les militaires, d'avoir des briefings sécuritaires, et nous l'avons fait. Le général Bossoan Egabi nous a donné le briefing, il est à la tête de Soupora 2. Ça n'a pas gêné notre mission. Je me suis renseigné lorsqu'il y avait maintenant Tolé, ça allait dans tous sens, les responsables politiques pourtant expérimentés qui traitent les autres de recruter, il y a des députés recrutés. Tout ça c'est faux. Eh bien, je me suis rendu. Et nous parlons des jours où nous sommes arrivés à Minembwe. C'est une commune qui a été créée ensemble. Le bourgmestre n'a pas été nommé lors de notre présence sur terrain. Le bourgmestre pratiquement une sorte de paranoïa. Je crois qu'il faut chasser cette peur, il faut vaincre cette peur. Pourquoi? Parce que le bon Dieu aime ce pays. Nous sommes passés par beaucoup de péripéties, mais les Congolais sont restés unis. Mais ce n'est pas dans la diabolisation que nous allons échouer. Voilà un peu
les témoignages que j'avais apportés, il n'y a rien de grave qui a été posé là-bas. Et s'il y a un recours, honorable président, je terminerai par là. Vous avez bien compris, le ministre d'État a expliqué, vous avez compris que la question elle est au niveau provincial. S'il y avait un recours à faire, eh bien c'est à ce niveau que le recours devrait être effectué. Et donc ça ne devait pas être comme si le Congo faisait face à un complot. Évidemment, dans le cœur des extrémistes, ils peuvent tout dire et dire que le Congo fait l'objet ou fait face à un complot par rapport à la question de Guinée. Et donc nous avons tous intérêt à aller vers l'apaisement. Parce qu'il y a des questions beaucoup plus importantes. Nous venons de la frontière avec la Zambie, nous étions à Moliro et à Kalukamba, le rapport est en élaboration, et nous devons vous dire ce qui est attendu de nous comme Parlement, ce qui est attendu des institutions, parce qu'effectivement, il y a lieu d'attirer l'attention sur certaines choses, il y a lieu aussi de ne pas perdre le temps sur d'autres choses. Voilà un peu brièvement ce que j'avais à dire, et je pense que par mon intervention, les rumeurs pourront peut-être diminuer. De noter que lui sollicite une descente sur le terrain pour s'enquérir de la situation réelle de tout ce qui se passe au niveau de l'Union. Cette solution. Madame la Présidente, honorable membre du bureau, chers collègues, je voudrais vraiment remercier le ministre d'État pour avoir répondu à notre invitation dans un délai très court par rapport même à l'impératif de notre règlement intérieur qui demande 8 jours. Nous l'avons en 8 jours. Nous remercions aussi notre collègue Mouilou Zangui qui nous donne l'opportunité d'aborder cette question fondamentale pour la paix et le développement de notre pays et surtout dans la province du Sud. Madame la Présidente, lors de la séance sur l'opportunité, nous avons souhaité avoir un éventail beaucoup plus large parce que nous estimions que la question de l'Inégoué, c'est-à-dire liant une cité qui était commune, traduit les efforts de notre gouvernance dans le secteur sécuritaire. Je suis avec beaucoup d'intérêt du ministre d'État, mais en écoutant les uns et les autres, nous risquons de ne pas saisir la complexité et la gravité de ce qui se passe dans cet espace national. Il y a un problème, ça existe partout, de cohabitation intercommunautaire. Il y a un problème parce que cette cohabitation est devenue guerrière, parce que derrière chaque groupe tribal, il y a un groupe armé. Et ces groupes armés sont en train de se faire une guerre avec des conséquences humanitaires graves. Il y a pas moins de 300 000 déplacés. Il y a des exécutions de chefs coutumiers. Déjà la guerre entre communautés avec les armées communaux, Tirinia et Léo, autres Maïmaï, Moulamba ou autres, il y a la présence de groupes armés. Il y a les PLN, il y a les FDU, il y a aussi des groupes armés rwandais qui opèrent de cette sorte. Et le tout sur base de pillage de nos richesses nationales. Et dans ces groupes armés, même nationaux, il y a des diasporas, des jeunes gens venus du Kenya, du Burundi, qui sont dans nos groupes armés. Et c'est une situation assez complexe qui exige une vraie réponse d'État. Nous n'avons pas entendu cette réponse. Mais il y a aussi un problème, celui qui apparaît, de ce qu'on appelle la commune rurale, qui est
il y a un décret qui réunit, n'est-ce pas, cette situation. Ce qui nous fait un peu mal, monsieur le ministre, c'est toutes ces coïncidences. Et vous, en tant que mémoire historique de notre pays, vous savez ce que cette commune a créé. C'est vrai que c'est de l'histoire, mais de l'histoire, justement, ça crée des problèmes en 1998, ça crée des problèmes lors de la transition, ça crée des problèmes en 2013, ça crée des problèmes en 2015, et voilà, ça crée des problèmes. C'est là où vous estimez que vous, en tant que notable, vous auriez pu nous aider en prenant un peu de distance sur cette question. Et ça nous aurait facilité la tâche. Madame la Présidente, la situation que vivent nos frères de Noumélie, c'est une situation intolérable. Ils ont droit à une vie administrative. Mais ça doit se faire dans la clarté, dans la transparence. Je suis vu le ministre. Il a dit que nous c'est 10 km carrés. Mais lorsque j'écoute l'évêque catholique d'Ouvira, il dit que le territoire de Moïna est pris, le territoire de Fils est pris, le territoire de Vila. La réserve nationale du Togo est à l'intérieur. Qui doit y croire? À l'évêque d'Ouvira ou au pasteur Robert? Je suis un peu... Mambabé Kaïda sera suivi par l'honorable Tamboué. Ah, il y a deux Tamboué. Je vais préciser. Tamboué à Tamboué. Comme il y a 3 Tamboué aussi. L'essentiel a été décliné par Oui, allez chercher votre masque. Il y a eu un débat déjà la semaine passée, vous avez dit que la saharienne était autorisée. Jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que si le ministre avait eu le courage de dire, et comme me les autres ont dit ici, que cette commune a un problème, parce qu'elle n'avait pas pu bénéficier de la confort de l'Assemblée provinciale, effectivement, il aurait été compris. Et c'est là que le débat s'arrête. Le débat peut s'arrêter là-bas. Parce que, comme vous le savez, et nous, je le disais, entre une désorganisation forte et le fédéralisme, le comité mais le privé. Et nous, dans notre constitution, dans notre constitution, pour disait là que besoin de quoi, besoin de là, il y a le partage de prérogatives, de compétences. Il y a des compétences exclusives pour l'État central et des compétences exclusives pour les provinces et les compétences provinciales. La matière que nous examinons maintenant est de la compétence exclusive de la province du Sud. Et comme l'Assemblée nationale du Sud n'avait pas donné son accord, tout est venu et devenu l'État. Madame la Présidente, je voulais dire que, au-delà de ça, et je remercie, j'allais oublier notre ami Moïse nous avoir permis à faire ce débat et en même temps pour avoir accepté le petit conseil que je viens de donner sur ce que lui-même sait. Ici, c'est une occasion, chers collègues, c'est une
occasion cardinale en or pour que nous puissions penser au-delà des missions qui seront envoyées, au-delà de tout ce que vous avez dit ici, et d'allumer notre décentralisation. Il faut évaluer notre décentralisation. Je vais vous lire des passages qui nous aider de la promotion de la vie, par commune, tout chacun au territoire, toute subdivision de la ville, toute agglomération ayant une population de moins de 20 000 habitants à laquelle un député du Premier ministre pourra conférer le statut de commune. On dit agglomération, on appelle ça agglomération rurale. Ce n'est pas pris sur proposition du ministre de la République et nous avons intérieur de la commission après avis rapport de l'Assemblée provinciale. La commune est subdivisée en quartiers et en groupements incorporés. Toutefois, les structures de secteur municipal peuvent être érigées en commune. Et ce qui est tellement important, on dit les organes de la commune sont le conseil communal et le conseil exécutif communal. Et les membres de ce conseil sont élus dans les conditions fixées par la loi. C'est là l'importance. Pourquoi j'ai mis à cette pourquoi c'était choisi ces moments-là pour procéder à cette surveillance? Il y avait quelque chose qui était caché. Quelque chose qui était caché. Parce que tout le monde était en train de s'intéresser aux élections et c'est là où on a dit la si, messieurs les ministres d'État, nous prenons juste la vie conforme de l'Assemblée provinciale du circuit, qui devrait ériger lui-même en commune, je ne devrais pas. Parce que ça, c'est une question exclusive de l'Assemblée provinciale du circuit. Ce n'est pas une question de l'Assemblée nationale ou bien du gouvernement. Parce que même pour que le gouvernement puisse prendre le décret, le gouvernement devrait prendre comme soubassement la vie conforme de l'Assemblée provinciale. Déjà la Constitution du préambule jusqu'au dernier quelqu'un l'avait dit, il n'y a pas de commune rurale. Je suis considéré qu'un ministre d'État de la décentralisation doit nous parler de la commune rurale et l'appellation qui n'est pas dans le texte sommaire, la Constitution. Nous sommes où? Commune dans l'esprit. Commune, c'est comme commune, c'est dans le centre ici. Et dans les milieux ruraux, c'est le territoire. Et aujourd'hui, quand on nous dit que nous-mêmes ne s'était pas amputés d'autres proportions tertiaires, d'autres territoires, Mouenga, Oufima et autres, mais non. Je me dis, cette prairie-là, c'est nous-mêmes. Intéresse dans toute sa globalité les ministres d'État en charge de la décentralisation. Parce que, chers collègues, la décentralisation, telle que c'est stipulé dans la Constitution, si nous prenons les communes, les chefferies des secteurs, aujourd'hui, tout le monde est à plus de 10 ans. Mais c'est du château. Et comment ça se fait que les communes d'abord qui existent, qui sont reconnues dans la Constitution, ne sont pas joignables? Et que nous devons aller créer d'autres communes pour venir régresser sur les communes existantes qui ont le visage d'un enfant orphelin. Alors moi je me dis que, chers collègues, cette assemblée, il ne faudrait pas qu'elle joue cette assemblée.
je vois ce qui passait sur le nom l'Assemblée nationale n'avait pas pu faire responsable. Pourquoi je l'ai dit? Appeler aux commissions, tout ça, c'est de manière présidentielle. C'est pas pour mener le pas. Moi, je n'ai pris cette question devant de la technicité. Nous avons l'Institut géographique. Nous avons des experts qui doivent se plancher sur ça. Nous, Assemblée nationale, nous disons que nous allons prendre une commission qui doit aller là pour nous. Ça sera une fuite de notre responsabilité. Raison pour laquelle je suis en train de dire, les bergers qui ont 100 brebis, ces bergers laissent 99 brebis pour aller chercher une brebis. Prenons nos responsabilités en disant que tout ce qui a été pris est non conforme et non constitutionnel. À ce moment-là, les ministres viennent juste de dire, conformément à la Constitution, que d'abord la commune rurale n'existe pas. Parce que, chers collègues, je termine par là. Je me rappelle, j'étais très active dans la société civile. Je me rappelle dans les années 80-90. Quand on parlait des communautés, c'est-à-dire que la population du Congrès, cette petite une question de développement. Ce n'est pas moi qui le réponds. En République démocratique du Congo, on a jamais des communautés, nous avons eu des ethnies, des tribus, mais c'est des communautés jeunes. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais en air de L'article 70 de notre Constitution n'évoque ce mot que lorsqu'il s'agit du renouvellement de
lieu avec la présence des membres du gouvernement aujourd'hui. C'est l'interpellation. Sur le pied de l'article 192 de notre règlement intérieur, notre collègue nous a gratifié de cet échange qui constitue une dialectique démocratique souhaitée par l'ensemble de notre population. Mais il fallait constater quelques anomalies qui l'entourent. Il s'agit d'une nouvelle direction, honorable présidente, parce que lorsque nous lisons, et je vous renvoie toujours sur les pages intérieures de notre Constitution, l'article 92, alinéa 2, le Premier ministre agit par voie de décret. L'alinéa 18 dit les décrets signés par le Premier ministre, pris par le Premier ministre, sont pour présigner les cas échéants par le ministre en charge de son exécution. Je ne veux pas vous donner la leçon sur le pouvoir juridique et du contre-sang. Tout récemment, le Conseil d'État, saisi par un membre du gouvernement, a tranché sur la question de l'autorité politique et gouvernementale du niveau de l'éducation centrale, qui doit répondre de la question des ETD, les entités territoriales décentralisées. C'est le ministère de l'Intérieur et Sécurité. C'est ça, une décision si récente de la plus haute juridiction administrative de ce pays. Pourquoi nous avons orienté la présente action aux membres du gouvernement ici présents? Pourquoi? Est-ce que c'est pour plaire à l'opinion ou bien il fallait rentrer dans le texte? Alors, Monsieur le Président, vous allez également remarquer que le décret de 2013 a été contresigné par le ministère de l'Intérieur. Je dirais que c'est un autre ailleurs. Ma théorie, elle est réglementaire. C'est le masque, Je reste dans le règlement intérieur. c'est le corps du masque, Alors, je voudrais bien répondre au caprice de ma première, ma juste bonne première. Je me conforme donc. Mais tel n'est pas l'essentiel. Le plus important, c'est de revenir sur des questions fondamentales. Je dirais donc de prendre autour de l'exposer la Moi, je vais partir sur 3 raisonnements de principe. Le premier raisonnement de principe va se focaliser sur un petit détail. Je peux encore que le ministre a dit justifier les respects de la forme, justifier la délicatesse de l'action qu'il a posée. Il a dit ici de cette nuit que la décision découle du Conseil des ministres. J'ai été interloqué tout de suite. J'ai pu vérifier les textes qui régissent la République et notamment la Constitution de la République dans son article 69. Et là, à la simple lecture cursive, je me suis rendu compte que le Conseil des ministres ne se convoque pas à abrupto. Le Conseil des ministres se prépare. La Constitution confère le pouvoir de convocation du Conseil des ministres au chef de l'État. Il est précis en cas d'empêchement. Il délègue son pouvoir au Premier ministre. Je voudrais ici qu'il me précise, parce que la décision découle du Conseil des ministres, la décision d'installation. C'est le 11e Conseil des ministres. Et puis le président de la République, les amis. Honorable Daniel Val, vous pouvez poursuivre, mais je crois qu'il ne faut pas que nous accusions les gens en erreur. Il n'y a pas de... Je voudrais qu'il soit précisé ici, parce que le chef de l'État, lorsque la décision fut prise, lorsque l'installation fut faite, il n'était pas ici. Donc
On était donc à son insu. Je vais commencer par là pour savoir si l'action du chef de l'État dans l'installation de la commune rurale de Minégo était aussi une coïncidence. Et puis je vais faire la première puisse rétablir ici les schémas. J'ai entendu ici dire que dans l'ordre de l'émission de son excellence, il était mentionné qu'il allait à l'est du pays dans le cadre qui a 40 de paix. Mais lorsque vous lisez de manière assez rapprochée ce qui s'est passé, vous vous rendez compte que et les députés et les ministres, les vice-ministres de la Défense étaient dans plusieurs zones, dans plusieurs villes. Pourquoi n'était-il pas là avec eux? Et on l'a vu souverainement à Minégo. Est-ce que son absence dans d'autres zones, dans d'autres villes, était une coïncidence ou il résultat de quelque chose de très voulu? Et puis après, je vais acquérir sur une question de fond, une question de droit. Je sais qu'en face de moi, j'ai affaire à un juriste juriste, à un juriste technicien. Il nous a décliné ici les différents actes qui ont été posés dans mon territoire avant qu'on arrive là. Il s'est organisé malicieusement et de manière technique à prouver sa responsabilité. Il nous a évoqué les faits d'inspection indemnitaire de cette annexe. Il nous a évoqué les faits de souffrance de cette annexe. Il nous a évoqué même les arrêtés ministériels. En réalité, ainsi que aussi les débats pour raconter que l'excellence est en train de s'organiser soudoiement à se déployer et à échapper d'une responsabilité. Et donc, je veux ici rétablir la responsabilité en disant ceci. Quand on voit, on ne peut pas établir la responsabilité d'un individu que sous la base des actes matériels et positifs qu'il a personnellement posés. Mais on peut aussi, par alignement, ne pas les circonstances matérielles, intellectuelles et morales, établir une co-participation d'un individu. Ici, je suis en matière pénale, à l'article 124, et déjà, il y a un faux, et l'article 21-23 parle de la participation criminelle. On peut participer à un forfait tout en apprenant à poser les actes. Mais lorsqu'il est établi que moralement, vous n'avez pris part d'une manière ou d'une autre dans l'autre, dans les menaces, et même dans l'abus de pouvoir, vous pouvez être comptable d'une participation coupable. J'ai entendu dire que juridiquement, l'installation d'un mouvement rural n'est pas un acte juridique. Ça aussi, il faut être très intelligent pour comprendre que c'est une assise de dévoilement des responsabilités. Parce que l'acte juridique peut être acte matériel. Mais oui, on peut dépasser sur le plan de droit administratif, mais sur le plan pénal, on est toujours attrapé. L'installation peut constituer un acte matériel de commission d'une prévention. Ici, je ne me compose pas en militaire public pour les faire comparaître devant la barre. J'aimerais préciser en disant ceci, Madame la Présidente, chers honorables députés nationaux, il s'agit d'une question nationale, une question qui touche à la territorialité. Derrière laquelle il y a une dimension métaphysique et affective. Honorable Daniel Baoubani, appelez s'il vous plaît. Et donc, il faut qu'on y mette la politique des côtés pour éviter la digression. Tout à fait. Derrière cette question, il y a la problématique de la cohabitation pacifique des communautés. Derrière cette question de Minégo, il y a la problématique du règlement des questions de conflits armés qui excusent de toute armée qui est toute la partie est. C'est une question vitale.
Et je voudrais donc qu'on mette la passion de côté, qu'on règle cette question avec la raison. La raison, c'est de dire que, en réalité de tout ce qu'on a dit ici, monsieur et nous, on ne peut pas être responsable des actions politiques, mais il y a un conflit d'intérêt. Mais quand on dit qu'il y a un conflit d'intérêt, Vous vous adressez à la plénière, s'il vous plaît. Vous vous adressez à la plénière, sans unité. et donc comme il y a un conflit d'intérêt, je vais demander, parce que nous sommes en politique, que le but, c'est de ministre. Et alors, la décentralisation au conseil d'administration, c'est un acte politique de haute santé. Que les autres n'ont pas osé le dire ici, je lui demande simplement la démission. Avec une seule. Une démission. Et on peut placer quelqu'un d'autre de la même communauté qui va régler cette question de manière rationnelle et non passionnelle. Parce que c'est une question d'État, une question d'intérêt national qui ne peut pas en réalité nous diviser. Parce que cela, c'est une disant, c'est une fille de l'extérieur. Ceux qui ont le convoitise sur la RDC, ceux qui attendent la balkanisation, ils vont se passionner collectivement en constatant sur une question si fondamentale de comment les se sont divisés. C'est un sentiment de rêve. Je dis que je vous remercie. Honorable Abel Kaïnda, elle sera suivie par, elle sera suivie par l'honorable Amatobé. L'honorable Tamboué se prépare. Tamboué, je précise, Tamboué Tamboué. Merci, honorable président, pour la parole, chers collègues. Je sens cette responsabilité morale de devoir intervenir sur la question de Minembwe. Minembwe, rien que Minembwe est toujours que Minembwe. Une question épineuse au cœur de notre patrie, la République démocratique. Et je l'ai dit par devoir de mémoire, en disant la culture et tout ce qui reste après avoir vécu. Dans cette salle, retrouvant en 2006, cette question a été posée. Elle n'avait pas trouvé de solution. La question, depuis 2010 jusqu'aujourd'hui, 2020, jour pour jour, ça fait 14 ans. Et je me dis que si ce n'était pas aussi prémédité, parce que, quelles étaient les motivations? Parce que nous sommes de chrétiens. La Bible dit dans le Proverbe, la justice élève une nation, et le péché couvre son peuple de la honte. Et je suis heureux que la personne qui me répondra a une responsabilité pastorale. Pourquoi je l'ai dit que l'excellence, monsieur le ministre d'État, peut d'abord nous donner des motivations profondes qui avaient milité pour la levée de la surveillance de ces décrets